Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça ne sera pas une vidéo à propos d'une réparation en particulier. Là, je rentre de vacances où j'ai passé 3 semaines en Chine. J'ai enfin pu y retourner depuis 4 ans parce que j'y ai habité avant et à cause du Covid, je n'ai pas pu y retourner. Donc là, je rentre de vacances et donc je n'ai pas de réparation à faire en ce moment. Non, là aujourd'hui, je vais parler d'une nouvelle formation sur la réparation de MacBook que, que nous allons proposer bientôt avec l'aide d'Alexandre Isaac de la Repair Academy. La vidéo, je pense qu'elle va être un petit peu longue, mais c'est important à mon avis de détailler un petit peu de quoi il va s'agir, comment cette formation a été créée et aussi de parler un petit peu du public qui est concerné, de savoir à qui elle s'adresse. Voilà. Ça sera à peu près, ce seront à peu près les trois articulations de cette vidéo, hein. Je n'ai rien scripté, mais j'ai une idée à peu près générale de ce dont je veux parler. Donc essentiellement, comment cette formation a vu le jour. Deuxièmement, le contenu. Et troisièmement, à qui elle s'adresse. Donc, on va commencer sur l'origine de cette formation. Donc, certains d'entre vous me connaissent d'après mes interventions sur les groupes Facebook, par exemple Apple en panne pour les pros. Et alors, si vous suivez, vous savez que donc j'aime bien aider les gens, j'aime bien expliquer et j'aime surtout que les gens comprennent ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire que quand quelqu'un demande de l'aide sur un problème particulier, je vais lui expliquer la cause probable de son problème et pourquoi il faut qu'il mesure ou qu'il fasse telle ou telle intervention sur sa carte. Alors ça c'est très simple, c'est parce que moi j'ai un background dans l'enseignement, c'est-à-dire qu'avant de faire de la réparation, j'ai été enseignant dans le supérieur en mathématiques en France et en Chine pendant une vingtaine d'années. Et puis bon, bah, après 20 ans, j'ai essayé de passer à autre chose. Bon, il y a d'autres raisons, hein. Mais voilà, à l'origine, je suis quand même un enseignant. Et en plus, un enseignant dans un domaine qui est très rigoureux, puisque ce sont les mathématiques. Ceux d'entre vous qui ont souffert avec les maths pendant votre jeunesse, vous devez savoir qu'on est toujours à se demander est-ce que je peux prouver ce que je suis en train de dire? Est-ce que je comprends 100% de ce que je suis en train de faire? Ouais. Donc dans tout ce que je fais de manière générale, c'est un petit peu imprégné à l'intérieur de moi, tout simplement du fait de ma formation initiale. Et donc, bah, c'est à cause de ce background dans l'enseignement que je passe autant de temps à expliquer sur les groupes Facebook et puis que je suis tout simplement intéressé par partager mes connaissances avec les gens, même à travers cette chaîne YouTube. Et donc, il y a un peu moins d'un an, je dirais au mois de novembre 2022, j'ai été contacté par Alexandre Isaac de la Repair Academy qui m'a dit, bah, écoute, nous on fait des formations iPhone, on fait des formations réparation de smartphones en général, mais on aimerait bien aussi proposer des formations sur d'autres choses, en particulier les MacBooks, puisque on a de la demande. Et donc, comme il trouvait que mes explications sur Facebook semblaient assez compétentes, ben, il a décidé de me contacter moi pour me demander si j'étais en mesure de créer ça. Et donc, moi, je lui ai dit, attends un petit peu, parce il faut que je réfléchisse à la manière dont je peux structurer un cours sur les MacBooks, parce que c'est c'est en fait un sujet qui est extrêmement difficile, à mon avis beaucoup plus difficile que les iPhones. Et donc, moi, si je dois présenter ça sous forme de cours, il faut bien que je puisse avoir un plan clair sur d'où on part, où on va et qu'est-ce qui va se passer au milieu, et de manière surtout à ce que les gens soient autonomes
dans ce domaine à la fin de la formation. Donc ça m'a pris quelques mois, et puis finalement j'ai pu leur présenter au mois de juillet dernier ce que je comptais, ce que je comptais inclure dans cette formation. Donc on a fait un test run complet de ce qui va se passer, et bah, ils étaient très satisfaits. Et puis ils ont dit, bah ok, on va proposer ça au public, et on va mettre la formation en place. Donc pour moi, c'est parfait parce que la Repair Academy, bah, ils ont l'expérience de tout ce qui est l'administratif, qui sont des choses qui moi ne m'intéressent pas du tout, c'est-à-dire prendre les inscriptions des élèves, s'occuper je sais pas, des relations avec Pôle emploi pour faire les prises en charge de formation par le CPF, pour toutes ces choses-là. Moi, ça m'intéresse pas d'y passer du temps, alors que eux, ils ont beaucoup l'habitude et ils ont l'expertise là-dessus. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est le contenu, et c'est de transmettre mes connaissances. Donc là, on est vraiment sur une symbiose entre deux compétences, et qui, moi, m'arrange complètement. C'est-à-dire que moi, je n'ai juste qu'à m'occuper du contenu et de l'enseignement. Et la Repair Academy, bah, va s'occuper de l'aspect administratif, et, et aussi d'avoir l'équipement, puisque moi, je n'ai pas non plus les moyens d'avoir une salle qui peut accueillir 10 personnes, et puis d'acheter le matériel pour 10 stations de travail, pour 10 étudiants, etc. Donc voilà. Voilà pour l'origine de la formation. Le contenu. Donc, je l'appelle rapidement formation, réparation de MacBook, mais en fait, ça sera beaucoup plus profond que ça. En fait, ce qu'on va faire, mais on va l'illustrer sur des MacBooks, c'est expliquer de manière extrêmement précise et extrêmement détaillée comment fonctionne un processeur Intel. Donc, en théorie, tout ce que je raconte là, tout ce que je vais raconter dans cette formation peut être appliqué à tous les PC portables ou de bureau qui ont une puce Intel. Mais en pratique, ça s'applique vraiment bien au MacBook, tout simplement parce que sur ces machines-là, on a accès à des schémas d'extrêmement bonne qualité. Ce que fait Apple, c'est d'une propreté et d'une propreté incomparable avec ce que font les autres fabricants. On a accès au board view pour la majorité des machines. Et aussi, bah, comme ce sont des machines qui sont, comment je dirais, très sérialisées. Il y a le MacBook Air 2017, il y a le MacBook Air 2019, il y a le MacBook Air 2020. Voilà. C'est très facile de trouver des cartes donneuses et de trouver des pièces pour ces machines-là. Parce que contrairement à, je sais pas, le Asus 9531 qui est mis en vente pendant 3 mois et qui après sera remplacé par le Asus 10437, c'est problématique pour vous procurer des cartes donneuses et pour vous procurer des composants, puisque vous êtes sur des machines qui sont remplacées en permanence et qui ont des durées de présence en vente qui sont beaucoup plus courtes que les MacBooks. Voilà. Donc les MacBooks, du fait qu'il y a un modèle tous les 2 ans à peu près, et puis qu'il s'appelle vraiment, c'est facile, c'est MacBook Air, MacBook Pro, MacBook. C'est pas un MacBook A4, 7, 8, 2, 3, machin, hein. C'est facile c'est beaucoup plus facile de se procurer des cartes donneuses et des composants. Voilà, donc ça c'est pour ça que je l'appelle vraiment réparation de MacBook, c'est parce que vous pourrez l'appliquer principalement au MacBook. À mon avis, les autres machines, même si pour qu'elles soient réparables, il vous faut un schéma de bonne qualité. Et ça, c'est quasiment introuvable. Le schéma est très difficilement trouvable.
Mais alors de qualité, c'est encore pire. Le board view, c'est pareil, vous l'avez quasiment pas. Et donc, c'est du travail à l'aveugle. Voilà, vous n'avez pas forcément les outils pour pouvoir travailler dessus. Donc c'est pour ça que je l'appelle formation MacBook. Mais en théorie, c'est applicable à n'importe quelle machine avec processeur Intel Core. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, bah, c'est essentiellement, on va expliquer, alors sur un modèle particulier, mais ça s'appliquera à beaucoup d'autres modèles. Donc le modèle que j'ai choisi, c'est le A466, A1466 pardon, de 2015-2017, c'est-à-dire le MacBook Air 2015-2017, et sur lequel on va décomposer tout ce qui se passe dans la carte mère entre le moment où vous branchez le MagSafe et le moment où la pomme s'allume sur l'écran. Et donc l'idée, c'est que si vous êtes capable de comprendre sur un modèle particulier, à travers mes explications, comment faire pour obtenir cette décomposition totale du démarrage d'un MacBook, vous serez capable de l'appliquer aux autres modèles. Alors vous me direz, ah oui, mais le 2015-2017, oui, nous on est en 2023 aujourd'hui, c'est quoi ton... Ça m'intéresse pas. Alors, bon, il faut savoir que déjà, moi, la majorité des appareils que j'ai à réparer, d'ailleurs, si vous regardez les vidéos sur la chaîne, la majorité des MacBooks qu'on m'envoie à réparer, ce sont encore des 2015-2017. Je dirais que 90% des des MacBooks que j'ai eu à réparer sont ce modèle-là. C'est un très bon modèle pour plusieurs raisons. D'une part, le SSD est détachable, est amovible, donc les données, tout n'est pas perdu dès que le SSD plante. Et, et aussi, les gens semblent tenir particulièrement à cette machine. C'est une machine qui est bien conçue, qui est fiable, qui est encore très utilisable en 2023, et donc les gens ils préfèrent la réparer quand elle a un problème. Voilà, donc c'est 90% quand même des réparations que j'ai, c'est cet appareil. Donc voilà pourquoi j'ai fait le choix de celui-là. Alors il y a aussi le fait que si vous avez suivi l'évolution architecturale des Mac de chez Apple, bah, c'est que à partir de 2016, il y a eu une transition d'abord vers ce qu'ils ont appelé les Mac avec puce T1, puis les Mac avec puce T2, et puis ensuite les Mac avec puce Apple Silicon. Euh, il se trouve que tout ce qui est avant le T1, donc non inclus, donc tous les Mac vendus, donc MacBook Pro jusqu'à 2015 et MacBook Air jusqu'à 2017, tous ces Macs-là n'ont pas les puces propriétaires Apple. Et alors sur celle-là, il est possible de simplement, en lisant le schéma, comprendre exactement et parfaitement le fonctionnement de la carte. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire du reverse engineering avec l'oscilloscope ou quoi que ce soit. Vous pouvez juste, par la théorie simple, par la pensée simplement, comprendre comment fonctionnent ces cartes-là. Alors qu'à partir des puces T1, T2 et puis alors Apple Silicon, là, vous avez un fonctionnement beaucoup moins granulaire, plutôt une décomposition beaucoup moins granulaire du fonctionnement de la carte. C'est-à-dire que les puces T1, T2 et puis Apple Silicon, elles ont commencé à prendre en charge beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de fonctions qu'avant. Et elles se comportent en fait comme des boîtes noires pour lesquelles on n'a pas de documentation. Et
et donc pour qui rendent le diagnostic beaucoup plus difficile. Alors que, voilà, moi par exemple, sur les MacBook qui n'ont pas ces puces-là, moi je suis à 100% de réussite dans le diagnostic. Les autres, c'est plus du 70%, parce que des fois je suis bloqué par le fait que soit je ne peux pas, je ne sais pas comment fonctionne une certaine partie du circuit à cause de ces puces T1 ou T2 ou M1, ou bien, ou bien parce que économiquement, ça n'est pas justifié de réparer la carte. Voilà. Et donc, aussi, comme les designs des cartes, des machines Apple ont été évolutifs, euh, ben, de toute manière, il est absolument indispensable de comprendre comment ça fonctionnait avant les puces propriétaires Apple pour pouvoir ensuite commencer à comprendre comment fonctionnent ces nouvelles machines avec puces propriétaires Apple. Alors, j'essaie d'être très général parce que si je voulais rentrer dans plus de détails, il faudrait que vous ayez déjà assisté au cours. C'est-à-dire qu'à la fin du cours, pour vous, ça sera parfaitement clair pourquoi j'ai commencé par ces machines-là et pourquoi c'est beaucoup plus difficile de travailler sur les autres. Mais néanmoins, ce qui est sûr, c'est qu'une fois que vous aurez suivi cette formation, et si vous êtes quelqu'un de travailleur qui aime bien chercher les choses tout seul, vous serez capable de faire le même travail en passant beaucoup, beaucoup de temps sur les machines plus récentes. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, la clé de la compréhension de toutes les machines Apple, à mon sens et avec mon expérience, ce sont les toutes dernières machines qui n'avaient pas les puces propriétaires Apple, c'est-à-dire les MacBook Air A1466 de 2017. Voilà. Et donc, moi, si vous voulez un petit peu comprendre, peut-être rendre ça un peu plus clair, là, vous avez par exemple un schéma de... voilà, donc ça c'est de la machine qu'on va étudier. Le schéma fait 76 pages. Là, un petit peu plus loin, on a un 820-00850. Donc ça, il me semble que c'est le MacBook Pro de 2018, le premier MacBook Pro T2, il me semble. Là, on est sur 108 pages. Ensuite, par le A2338, 820-02020, ça c'est le premier MacBook Pro M1. Et puis, ça fait combien? 117 pages. Et puis là, vous avez le A2337, 820-02016. C'est le premier MacBook Air M1. 91 pages. Donc, il y a déjà une énorme, il y a déjà une énorme inflation dans le nombre de pages que fait le schéma. Et si jamais vous devez diagnostiquer un de ces appareils, bah, vous êtes là sur, donc, si je prends l'exemple de mon A1466, vous avez 60, je sais plus, 75 pages. Je commence où et je finis où exactement? Parce que ces pages, elles ne sont pas vraiment dans l'ordre dans lequel les choses se passent. Donc moi, ce que je vais vous apprendre, c'est comment faire pour remettre ces 71 pages, ou 75 pages, je ne sais plus, dans l'ordre. Et à partir du moment où vous aurez l'ordre, vous aurez, bah tiens, d'abord, il y a cette alimentation qui s'allume, qui déclenche ensuite celle-là, qui déclenche celle-là, qui déclenche celle-là. Ensuite, ce signal est envoyé entre telle puce et telle puce. Et puis la puce qui a reçu le signal va répondre en allumant l'autre alimentation. À partir du moment où on aura décomposé ça dans l'ordre exact où ça se passe, alors vous serez capable de diagnostiquer n'importe quelle machine qui ne s'allume pas. Parce que vous saurez l'ordre dans lequel les choses s'allument et vous saurez l'ordre dans lequel il faut mesurer les tensions ou les signaux, de manière à savoir quel signal ou quelle tension est absent. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à diagnostiquer le circuit individuel. Voilà. Donc, l'objectif principal de cette formation,
c'est de vous donner toute cette séquence de démarrage. Pour vous donner une idée, ça prendra 3 jours. Donc c'est pas quelque chose de simple du tout. Et, et aussi de vous donner les principes, les méthodes générales d'analyse d'un circuit individuel. Hein, c'est-à-dire que cette séquence de démarrage, en fait, c'est plein de circuits individuels qui s'allument les uns après les autres dans un ordre précis et puis qui s'allument mutuellement, c'est-à-dire que quand un est allumé, il va dire au suivant de s'allumer, etc. Et donc, chacun de ces petits circuits individuels, bah, on va apprendre de manière générale comment il fonctionne. Alors, évidemment, chaque circuit est différent, les conditions sont différentes, mais je vais donner des généralités pour l'analyse d'un circuit. On va aussi l'appliquer, donc cette méthodologie générale, je vais l'appliquer à un cas particulier, je vais passer une petite journée là-dessus, qui est le cas particulier du rétroéclairage, puisque si vous êtes dans la réparation, vous savez qu'il est très fréquent d'avoir des MacBooks dont l'image est présente, mais le rétroéclairage n'est pas présent. Hein, donc ça sera une bonne illustration de comment appliquer les principes généraux de fonctionnement d'un circuit pour étudier un circuit particulier qui plante assez souvent. Et donc voilà. Et aussi, donc une fois qu'on aura fini tout ça, on passera un petit peu de temps pour faire une introduction aux nouveaux Mac qui ont donc ce qu'on appelle nouveau, c'est la génération à partir de laquelle ils ont introduit l'USB-C et les puces propriétaires Apple. Donc tout ce qui est post 2016 en MacBook Pro et post 2018 en MacBook Air. Donc il y aura une petite introduction sur ça pour expliquer comment se passe un petit peu la négociation du passage de 5 volts à 20 volts sur l'alimentation, parce que ça c'est aussi une des pannes les plus fréquentes sur ces machines-là. Voilà, et donc avec ça, ben, on aura passé normalement 5 bonnes journées à 8 heures par jour, ou 6 bonnes journées à 8 heures par jour de travail assez intense. Donc voilà, j'espère que c'est à peu près clair sur le contenu théorique de la formation. Alors, je dis théorique, il y aura vraiment la théorie, c'est la partie, pour moi, c'est le plus important. Le but, c'est qu'en sortant de cette formation, vous ayez compris comment ça fonctionne, de manière à pouvoir le reproduire et à pouvoir l'appliquer. On aura évidemment du temps qui va rester pour faire des applications, mais je dirais que pour moi, ça n'est pas la priorité absolue. Ça va dépendre des élèves. Pour moi, c'est le plus important, c'est que vous posiez vos questions. Et s'il faut qu'il y ait 10 questions qui vont nous prendre toute la journée, mais que ça permet que tout soit extrêmement clair, je préfère passer du temps à répondre à ces 10 questions plutôt que d'aller réparer des pannes et vous montrer des cas précis. On aura le temps d'en faire des cas précis, hein, mais ça va vraiment dépendre du public, du niveau du public et du temps que ça prend. La priorité absolue, c'est la théorie. Voilà. Et donc, enfin, bah, à qui s'adresse la formation? Alors, c'est marrant, parce que donc moi je l'ai vraiment conçu pour qu'elle soit adressée à des gens qui n'y connaissent rien. C'est-à-dire que moi, par exemple, mon background en électronique et en électricité, c'est rien du tout. En classe de quatrième, on commence à faire un petit peu de l'électricité. En classe de première S et terminale S, on en fait un petit peu, on joue avec l'oscilloscope, on fait des petits circuits. Bon. Mais on parle de tension, d'intensité, on applique la loi d'Ohm, etc. On fait des petites équations différentielles. Mais c'est vraiment pas de l'électricité sérieuse. Voilà, donc ça c'est mon background personnel dans le domaine. Et donc moi quand j'ai conçu la formation, je l'ai conçue pour quelqu'un qui avait le même background que moi. Donc, vous savez ce que c'est qu'un résistor, un condensateur, une inductance, vous avez appris ça un petit peu à l'école, mais vous en savez à peine plus que ça. Vous savez calculer, vous savez mesurer peut-être une tension avec le multimètre, et puis voilà. Donc bon, moi je pensais que ça s'adresserait à ce public-là.
Après, quand je l'ai présenté à Alexandre et à son staff à la Repair Academy au mois de juillet dernier, bon, ils ont été un petit peu, ils ont un petit peu tiré la tête et ils ont dit, oh là, mais non, non, ça c'est, on va faire ça en 2 semaines et parce que c'est beaucoup trop difficile. Donc on a réussi à trouver un juste milieu. J'ai un petit peu trouvé comment adapter ça, mais voilà, il se trouve que moi je pensais viser bas et en fait c'est très haut. Donc c'est pas pour le débutant complet. Il faut que vous ayez déjà une certaine expérience en réparation de carte mère, alors que vous compreniez ou pas ce que vous êtes en train de faire quand vous réparez, c'est moins important, mais il faut quand même que vous y ayez touché, que vous soyez capable de mesurer une tension sans inverser les électrodes, ou faire des mesures en mode diode sans vous planter dans le sens des électrodes, que vous sachiez un petit peu ce que ça représente, les mesures que vous faites avec le multimètre, et puis que vous sachiez comment réagir à une mesure. C'est-à-dire que est-ce qu'elle est normale ou est-ce qu'elle est anormale? Si elle est anormale, savoir chercher par vous-même, avoir l'initiative de chercher par vous-même sur le circuit à quoi ça peut être dû. Hein. Il faut que vous ayez quand même une certaine autonomie dans votre manière de travailler et que vous ne soyez pas le genre de personne dont le réflexe c'est oh ça marche pas, je vais poser la question. Parce que si vous êtes dans cet état d'esprit, je pense que la formation sera beaucoup trop difficile pour vous et il est même possible que vous en sortiez en pensant que vous avez été arnaqué et que je vous ai rien appris, alors que en fait c'est pas du tout le cas. C'est qu'il y a une certaine partie du travail qu'il faut faire tout seul. Moi je vous donne les clés du fonctionnement de la carte, mais chaque cas particulier est un cas particulier et il faut comprendre comment il faut savoir chercher soi-même, avoir l'habitude de chercher soi-même, euh, plutôt que d'aller toujours demander aux autres quand on a un problème. Hein. Ça veut dire qu'il y a, par exemple, il faut qu'un des réflexes, par exemple, quand vous avez c'est pas, un circuit qui fonctionne pas, et puis vous voyez que le circuit est contrôlé par une puce qui s'appelle machin, il faut pas commencer par aller demander aux autres. Il faut commencer par taper dans Google le numéro de la puce pour voir si vous pouvez trouver une spec sheet du constructeur de la puce. Vous lisez la spec sheet qui vous explique comment fonctionne cette puce et puis vous l'appliquez pour essayer de comprendre dans votre cas de circuit pourquoi cette puce ne fonctionne pas. Il faut aussi que vous n'ayez pas le réflexe tout de suite le circuit ne marche, ce circuit contrôlé par cette puce ne marche pas, donc je change la puce. Ça n'est pas du tout comme ça que ça marche. Voilà, vous devez avoir l'habitude de chercher à comprendre comment fonctionne quelque chose, donc dans ce cas-là, comment fonctionne la puce, pour savoir, est-ce qu'elle est alimentée, est-ce qu'elle reçoit son signal d'allumage, etc. Et c'est seulement après avoir fait ces choses-là, vous dites, ah bah tiens, l'alimentation est là, le signal d'allumage est là, mais elle marche toujours pas. Euh, Là, c'est raisonnable de vouloir aller demander aux autres, ou c'est raisonnable de vouloir la changer. Mais voilà, il faut que vous soyez vraiment une personne qui a envie de chercher et de comprendre toute seule. Ça, je dirais, c'est la qualité principale pour suivre cette formation. Aussi, à quoi je pensais d'autre? Oui, c'est qu'il faut que vous ayez de la patience. Parce que comme je vous ai dit, ça va prendre à peu près 3 jours pour faire le dépiotage complet du fonctionnement de cette carte mère. Donc, il faut avoir confiance dans le fait qu'on va quelque part et que même s'il faut passer une journée et demie en préliminaire et puis 3 jours 3 jours avec les mains dans le cambouis et vraiment faire le travail de démontage du processus. Voilà, il faut que vous ayez la patience d'attendre ce temps-là en vous disant oui, on part de quelque part et on va arriver quelque part de toute manière.
Voilà, ça, je pense que ça sera assez intense comme formation, donc voilà, il faut que vous ayez la capacité de tenir pendant tout ce temps-là, et puis je vous promets, à la fin, au bout des 5 ou 6 jours, les choses vont s'éclairer pour vous. Voilà, donc ça c'est vraiment pas pour les débutants complets, c'est pour les gens qui sont expérimentés, qui aiment chercher tout seul et qui aiment comprendre tout seul et qui sont patients. Voilà. Alors, ensuite, pour les aspects administratifs de la formation, bah, Alexandre va s'en occuper, il va faire une vidéo sur la chaîne, sur sa chaîne YouTube de la Repair Academy. Et voilà. Donc moi, j'espère vous avoir intéressé, j'espère qu'il y aura des gens qui viendront y assister. A priori, on prendra la première fois 8 élèves, je pense. 10 peut-être. On verra comment ça se passe. Et si on peut avancer à un bon rythme avec ce public-là, bah, peut-être qu'on pourra ouvrir à plus de personnes pour les prochaines. Hein, mais pour la première, on va vraiment tester avec un effectif un peu plus réduit pour être sûr que ça passe bien dans le temps de partie. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé. Et puis j'espère voir certains d'entre vous en personne et pouvoir vous apprendre comment faire pour diagnostiquer une carte de MacBook. Voilà, à bientôt.